Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui je vais vous parler contrat d'édition, donc on va partir sur un système un peu légal avec plein de clauses, tout ça, mais je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous décortiquer un contrat d'édition et vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo maintenant, aujourd'hui, tout simplement parce qu'en juin 2020, donc vraiment pas longtemps là, est paru un nouveau contrat qui s'appelle le contrat d'édition équitable, bon là c'est à l'envers mais voilà, vous allez qu'à me croire, qui a été mis en ligne par la Ligue des auteurs professionnels. Donc je vais en parler un peu, ça va être l'intro de la vidéo et ensuite on va décortiquer ce nouveau contrat. On va comparer à notre contrat d'édition, celui qu'on fait chez Beta Publisher. On va tout décortiquer ensemble. C'est parti. Alors, le contrat d'édition équitable qui a été créé en juin 2020 par la Ligue des auteurs professionnels, que vous pouvez trouver ici mais que vous pouvez aussi retrouver sur internet ultra facilement. Donc ce contrat d'édition équitable est le fruit du travail qui a été réalisé par une vingtaine d'avocats et de juristes qui sont spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle, qui est le droit qui recouvre le droit d'auteur, et du droit du travail, puisque tant qu'à faire, quand vous signez un contrat avec une maison d'édition, vous signez un contrat avec une société, et du coup vous rentrez dans le monde du travail. Il a été construit initialement lors d'un hackathon. Donc un hackathon, c'est genre plusieurs jours où des gens se brainstorment pour mettre au point un produit final, donc genre en 3 jours par exemple, organisé le 13 et le 14 mars 2020, donc là, juste 2 jours, à l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest. Les jeunes universitaires spécialisés en propriété intellectuelle, la Ligue des auteurs professionnels, la Guilde française des scénaristes, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et les états généraux de la bande dessinée, voilà tout ce petit monde qui s'est réuni pour mettre au point ce contrat équitable d'édition. Comment ça va se passer? C'est très simple. On va lire ce contrat ensemble, je vais vous le décortiquer clause par clause, et on va faire un parallèle avec nous, ce qu'on fait chez Beta Publisher, pour voir déjà si on est à jour, spoil, on est à jour, et pour voir aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire cette mise à jour des contrats d'auteur, est-ce qu'il y avait des abus, lesquels étaient-ce, et en fait quel est le but de cette création du nouveau contrat équilibré. Mode d'emploi du contrat d'édition équitable. Tout d'abord, c'est pour équilibrer les rapports de force. Je m'explique. Si traditionnellement, c'est la maison d'édition qui envoie le contrat d'édition construit par son service juridique, un auteur ou une autrice, ou auteur avec un E si vous êtes comme moi, peut tout à fait envoyer son propre modèle de contrat d'édition. Et en fait, ce contrat a été fait notamment à destination des auteurs, autrices et auteureux pour que vous puissiez envoyer votre contrat directement à la maison d'édition. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. De toute façon, c'est un contrat entre une maison et un auteur. Et il n'est pas absurde que ce soit l'auteur qui vienne avec son propre contrat d'édition. Why not? C'est pas foncièrement choquant. Les agents littéraires n'hésitent d'ailleurs pas à rédiger leur propre contrat sur mesure pour leurs clients. Alors, le système d'agents littéraires est un système qui est assez récent en France. Nous, on n'en a pas encore rencontré. N'hésitez pas si vous regardez cette vidéo et que vous êtes agent littéraire. Mais voilà, nous, on n'en a encore jamais rencontré, on n'a encore jamais échangé avec ce genre d'intermédiaire, donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. C'est aussi fait pour comprendre les différentes cession de droit. Alors, ce contrat d'édition équitable est pour une version imprimée de l'œuvre et une version imprimée seulement. Et pour nous, à notre sens, je vous en reparlerai dans un tout petit peu plus longtemps, mais c'est un défaut. Trop souvent, les contrats d'édition type impliquent la cession de tous les droits. Or, chaque cession de droit a une valeur. Les auteurs et autrices doivent être plus éclairés sur le périmètre des droits cédés. On va en parler dans pas longtemps. C'est aussi fait pour négocier à partir d'une base équilibrée. Ce contrat d'édition équitable est une base de négociation. Le contrat d'édition que vous envoie une maison d'édition est négociable au gré à gré, vous et la maison. Néanmoins, cette base contractuelle vous permettra de voir de façon lisible les changements demandés. Et enfin, c'est pour préserver l'intérêt des auteurs et des autrices. N'hésitez pas à vous appuyer sur cette recommandation. Notre organisation professionnelle a pour objectif de défendre la profession. Le contrat d'édition équitable sera suivi d'autres outils et d'autres travaux pour aider et rééquilibrer le rapport de force entre les auteurs, les autrices et les entreprises publiant leur œuvre, alias le diable, alias les maisons d'édition. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va passer clause par clause, on va regarder tout ça. Alors, comme tout contrat, on commence avec les informations de l'auteur, les informations de l'éditeur. À l'auteur, c'est ses droits à l'éditeur sur son ouvrage provisoirement ou définitivement intitulé avec le titre de l'œuvre. Jusque-là, il n'y a rien de groundbreaking. Les parties se sont rapprochées afin de fixer les modalités d'exploitation de l'œuvre par l'éditeur, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où vous avez discuté avec votre éditeur pour dire voilà comment est-ce qu'on pourrait négocier le contrat. Et si vous avez vu la vidéo qu'on a fait sur le relationnel auteur, vous savez que nous c'est à partir du moment où on rencontre l'auteur en physique ou alors par téléphone si véritablement le physique n'est pas possible. Et à ce moment-là en fait on leur a déjà envoyé le contrat et c'est à cette occasion que les auteurs nous posent leurs questions sur le contrat et qu'on en discute. Voilà, nous c'est à ce moment-là. Article liminaire.
liminaire. Ça commence déjà par un mot compliqué. Liminaire, ça veut simplement dire que ça se passe au début du texte. Point. Facile. Alors, donc, il est précisé que les dispositions contractuelles sont en accord avec l'article L132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle. Oui, dans notre contrat, il y a aussi cette clause, c'est marqué. L'objet du contrat. L'objet du contrat, c'est quoi? Ça définit simplement ce sur quoi porte le contrat. Donc l'auteur cède à l'éditeur dans les conditions d'exclusivité telles que définies par l'article qui accepte pour lui-même et ses ayants droit le droit de reproduction, à l'exception notamment des droits de représentation et d'adaptation audiovisuelle qui seront conservés par l'auteur ou qui feront, le cas échéant, l'objet d'un autre contrat. Alors, petit point là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on propose le package en entier? Souvent parce qu'on s'adresse à des auteurs qui sont des jeunes auteurs, qui n'ont pas foncièrement l'expérience qu'on gagne nous au fur et à mesure des années, les contacts qu'on gagne au fur et à mesure des années. Voilà. Donc si on tombe sur un jeune auteur qui n'a jamais publié en papier, qui n'a jamais publié en numérique et qui ne veut pas s'embêter avec ses droits audiovisuels, et c'est ouvert à la discussion. Si on a un auteur qui veut à tout prix conserver ses droits numériques parce qu'il cartonne en numérique, on peut tout à fait lui laisser ses droits numériques. Il n'y a aucun problème sur la question. On est ouvert. On propose tout, mais toutes les modalités sont possibles. L'auteur demeure propriétaire du support matériel de son œuvre, ça me paraît la base, mais a priori non. Toujours bien de le remettre dans le contrat. Vous, en tant qu'auteur, êtes propriétaire de votre livre, de votre texte. C'est à ne pas oublier. Quand vous cédez vos droits à un éditeur, vous cédez les droits d'exploitation, pas la propriété. D'accord? Il y a bien une différence à faire entre les deux. Moi, en tant qu'éditeur, j'ai le droit d'exploiter l'œuvre, c'est-à-dire de la mettre en forme, de la mettre en page, de l'imprimer sous différents formats, etc. pour la vendre. Ça, c'est dans mon droit. Mais je n'ai pas le droit de m'approprier, on va dire, la propriété du texte. Pas le droit de dire que c'est moi ou que c'est Beta Publisher qui l'a écrit parce que c'est faux. Il faut savoir aussi, c'est que la propriété intellectuelle en France, depuis que j'ai fait mes études, voilà, j'ai pas rechecké depuis, mais est incessible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le céder à quiconque, ça vous appartient, point. Voilà. Il n'y a pas à tortiller 20 ans autour du pot. La cession est consentie pour une durée maximum. Alors là, il est marqué entre guillemets maximum de 10 ans, mais c'est à définir dans le contrat, évidemment. Nous, on fait une cession qui est inférieure à 10 ans. Voilà, pour que vous sachiez. Je vous dis pas combien, c'est secret, parce qu'on va garder un peu de mystère quand même, on va pas tout vous dévoiler, c'est pas drôle sinon. L'auteur garantit à l'éditeur l'exercice paisible, sauf convention contraire, exclusive des droits cédés au présent. C'est-à-dire que quand vous êtes un auteur, vous cédez normalement, s'il n'y a pas d'autres conventions particulières ou de situations particulières, vous cédez à votre éditeur les droits exclusifs en lui garantissant être propriétaire de votre œuvre, donc pas avoir fait de plagiat, et qu'elle est entièrement originale à votre sens. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ignorer que votre œuvre n'est pas originale, mais tant que vous l'ignorez, c'est bon. Voilà. Parce que c'est impossible véritablement de s'assurer que son œuvre est entièrement originale. On a toujours des influences, on a toujours plein de choses qui se passent, et il y a quelqu'un qui peut avoir la même idée que vous exactement à un autre endroit, par exemple sur Wattpad, tandis que vous êtes dans votre petit coin. Voilà. C'est difficile. S'il y a litige, il faut prouver qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier. C'est un peu complexe. Néanmoins, les avocats du droit de la propriété intellectuelle sont là pour ça. C'est pas mon rôle. Voilà. Juste vous, quand vous signez avec une maison d'édition, vous lui assurez être propriétaire de vos droits, que la maison n'aura pas de problème de plagiat ou autre en vous éditant. De son côté, l'éditeur s'engage à assurer à ses frais la publication de l'œuvre sous sa forme imprimée et s'emploiera à lui procurer par une diffusion les conditions favorables à son exploitation. Alors là, c'est un point intéressant, parce que on a très bien entendu que assurer à ses frais la publication. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, les maisons d'édition qui sont définies comme acompte d'auteur, donc en tant qu'auteur, vous devez payer pour la diffusion et la publication de votre roman, ce sont pas des vraies maisons. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire, à bon entendeur. Ensuite, l'éditeur s'engage à faire figurer l'auteur ou le pseudonyme indiqué au présent du contrat. Moi, ça me semble la base. Si le nom de l'auteur ou le pseudonyme de l'auteur n'apparaît pas sur le livre, je vois pas l'intérêt. Mais bon, why not, hein. Remise du manuscrit et les corrections. Alors, l'auteur s'engage à remettre à l'éditeur au plus tard le un manuscrit définitif et complet, revu et mis au point avec, s'il y a lieu, toutes les annexes. Et l'auteur garde un double complet du manuscrit. Ça, oui, ça me semble la base. Nous, on fixe pas foncièrement de dates, parce que comme on travaille avec les auteurs en fonction de notre calendrier, on n'aime pas fixer des dates, parce que si le calendrier vient à bouger, en fait, il faut refaire le contrat. Voilà. Donc, on n'a pas ce genre de clause avec une date limite, parce qu'on aime être flexible. Voilà. Ça, c'est une clause qui n'est pas ultra flexible. Dans l'hypothèse où l'auteur ne respecte pas les délais de livraison à la date prévue, il faut trouver une modalité pour régulariser la situation. Nous, il n'y a pas véritablement besoin, du coup, de régulariser la situation. Tant que l'auteur nous donne son texte au moment où on doit le corriger, tout va bien.
De l'autre côté, il n'y a pas de souci. Les fautes de composition ou de saisie sont toutes à la charge de l'éditeur. Ça, jusque-là, ça va. L'éditeur remettra des épreuves à l'auteur qui s'engage à les lire et les corriger dans un délai maximum de... Alors nous, le délai, il n'est pas mentionné au contrat, il est mentionné dans les échanges qu'on a avec les auteurs. Voilà, on vous dit, voilà, vous avez tant de jours ou tant de mois pour relire les corrections. À vous nous dire, mais comment on fait une correction, comme je vous l'ai dit dans notre relationnel sur la vidéo, comme je vous l'ai dit comme dans notre vidéo sur le relationnel, c'est mieux qu'on fait ça étape par étape, chapitre par chapitre ensemble. On n'a pas véritablement ce genre de checkpoint. Voilà. On fait ça au fur et à mesure. Le manuscrit de document fourni par l'auteur reste la propriété de l'auteur. Ok, tout va bien. Et l'éditeur en est le dépositaire et doit les restituer sur simple première demande de l'auteur. C'est la base. Mais comme nous on fait des échanges tout le temps, l'auteur a foncièrement une copie de tout. Alors là, il y a une clause qui est en option, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la mettre au contrat, qui s'appelle mise à jour de nouvelles éditions. Alors l'auteur et l'éditeur conviennent d'un commun accord de procéder aux mises à jour et aux rééditions de l'œuvre. Ils décident ensemble par avenant, donc au présent contrat, c'est-à-dire un contrat supplémentaire, une rémunération supplémentaire et le cas échéant d'une renégociation des dispositions contractuelles. Alors chez nous, il n'y a pas ça. Pourquoi ? Pour la simple bonne raison que normalement, quand on fait une réédition, traditionnellement, c'est parce que le livre marche bien. Donc, on le relance pour le remettre dans le réseau de diffusion et dans le réseau de distribution pour qu'il soit à nouveau sur les étagères. C'est juste une question de remettre le livre en avant. Donc bien évidemment que si le livre fonctionne bien et qu'il y a cette remise en avant du roman, il y ait potentiellement, en effet, négociation de nouvelles rémunérations, de rémunérations supplémentaires pour l'auteur. Ça me choque pas du tout. Nous, on fait pas ça parce que les rééditions, pour nous, ce sont plutôt des correctifs. C'est-à-dire que si on fait une réédition, c'est qu'on a changé la couverture, qu'on a recorrigé le texte, etc. On est plus dans une approche de learning by failing, donc on échoue la première fois, on fait une réédition pour corriger, pour faire un rectificatif, pour avancer, pour retrouver le public, parce qu'on s'est trompé sur quelque chose, parce que, voilà, comme on est jeune, il y a toujours moyen d'échouer, de se tromper peut-être de visuel, d'avoir fait des erreurs dans un texte, ce genre de choses. Tout est possible. Donc nous, le cadre des rééditions, c'est pas pour le succès, c'est plus dans un modèle de correctif. Et comme ces corrections sont à la charge de la maison d'édition, puisque rééditer un livre, ça coûte de l'argent, évidemment, on ne nous donne pas de rémunération supplémentaire à l'auteur. Attribution de l'éditeur. Alors, l'éditeur se réserve expressément le droit de déterminer pour toutes les éditions 1. Le format et le façonnage, le prix de vente, la collection, les moyens de commercialisation, la promotion de l'œuvre et la date de mise en vente. L'éditeur demande à l'auteur son autorisation préalable pour toutes les éditions, donc la présentation et la couverture, le titre, les textes promotionnels, verso de couverture, rabat, prière d'insérer, campagne publicitaire, etc., etc. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, en fait, au début, ça y était pas vraiment la partie où l'éditeur doit demander à l'auteur son avis. Donc il y avait des maisons, en effet, qui ne vous demandaient pas votre avis pour le remaniement du titre, qui ne vous demandaient pas votre avis pour la couverture, et ce genre de choses, sauf que là, maintenant, ça a été changé. Enfin, bien évidemment, si l'éditeur se base sur ce nouveau format. Parce qu'il n'est pas obligé non plus, hein. C'est ça le truc, c'est que c'est pas une obligation ce contrat-là, c'est juste indicatif pour les auteurs. Le tirage est fixé par l'éditeur qui s'engage à un minimum de X exemplaires. Nous, on fait de l'impression à la demande, donc on n'a pas cette clause-là. En tout cas, nous, on a une clause qui explique ce qu'est l'impression à la demande, plutôt, et on vous dit pourquoi il n'y a pas de tirage minimum. Pour les besoins de la conservation, de l'archivage, de la promotion et de la publicité de l'ouvrage, l'éditeur est habilité à le reproduire et à le représenter en tout ou partie à titre gratuit, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers sur tout support et par tout réseau de communication, y compris le numérique. L'auteur se voit communiquer préalablement à leur diffusion les 10 éléments. Toute demande de création de contenu supplémentaire de l'éditeur à l'auteur à des fins de promotion devront faire l'objet d'une rémunération et d'un contrat distinct. Alors, nous, il n'y a pas cette clause. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette clause, ce qu'elle veut dire, c'est qu'à chaque fois que l'éditeur fait de la publicité, il doit demander à l'auteur en amont s'il est d'accord avec le texte, avec les illustrations qui sont faites pour la publicité. Alors, en soi, c'est une bonne idée. Je pense que ça peut protéger pas mal d'auteurs qui ont une mécommunication de la part de leur maison. Mais d'un point de vue organisation, pour la maison, ça doit être un calvaire à mettre en place. Demandez à l'auteur s'il est d'accord avec chacune des publications Facebook, chacune des posts Instagram que l'on fait. Moi, j'en transpire déjà, en fait. Personnellement, j'ai des vapeurs, hein. Je vous le dis, sachant qu'il faudrait tout prévoir des semaines à l'avance, il faudrait que l'auteur ait tout vu à l'avance, il faudrait qu'il réponde, il faudrait pas qu'il y ait de problème de réseau, il faudrait plein de choses. Ça part d'un très bon sentiment, je pense que c'est simple, c'est bien, mais c'est très très contraignant pour la maison. Donc je sais pas, je suis pas fan de celle-ci, mais voilà. L'éditeur reste seul propriétaire de tous les éléments de fabrication, les éléments établis par l'auteur restent la propriété de ce dernier. Évidemment, s'il y a en partie d'un nouveau texte qui est mis en publication pour la communication pour un roman, pour une pub, évidemment le texte appartient à l'auteur, mais l'outil en tant que tel, c'est-à-dire la mise en page qui est faite, l'animation, le site potentiellement qui est mis derrière, tout ça, ça appartient toujours à l'éditeur. Jusque-là, on est d'accord. Alors, la reddition des comptes et les règlements des droits. Alors, je sais pas si vous savez, mais là, la reddition des comptes, c'est en juin, en tout cas pour nous, puisque c'est la clôture. C'est pas mon moment préféré de l'année. Je passe beaucoup de temps avec Excel.
On est très proche à ce moment-là, je fusionne. Le compte de l'ensemble des droits dus à l'auteur sera arrêté trimestriellement et adressé à l'auteur suivant l'arrêté des comptes. C'est-à-dire que tous les trimestres, d'après ce contrat, l'éditeur doit donner un compte-rendu des ventes à l'auteur et lui verser son argent par contre à l'arrêté des comptes, c'est-à-dire par exemple nous c'est en juin. Alors nous on le fait pas trimestriellement, pourquoi? Parce que ça me demanderait beaucoup de travail et qu'on n'est que deux et que c'est juste une question de surcharge de travail. Je pourrais pas faire des récaps trimestriels pour chacun de mes auteurs, pour chacun de leurs livres. Je préfère faire ça tout d'un coup, quitte à ce qu'on en discute après, il n'y a aucun problème là-dessus bien évidemment, mais tout d'un coup à la fin de l'année pour moi c'est beaucoup plus pratique au niveau de mon organisation parce que sinon je vais pas y arriver. Alors la reddition des comptes en fait c'est quoi? C'est le relevé de droits, c'est-à-dire de tous les droits de l'auteur par rapport à son livre qui sont mis sur un fichier que l'éditeur donne à l'auteur et c'est sur cette base que sont faits les versements de droits. Qu'est-ce qu'il y a comme information obligatoire dessus? Le nombre d'exemplaires fabriqués, normal, le nombre d'exemplaires en stock, le nombre d'exemplaires vendus, très bien, le nombre d'exemplaires hors droit et détruits au cours de l'exercice. Hors droit ça veut dire tout ce qui est presse, exemplaires auteur, tout ça, etc. C'est ce qui ne se vend pas en fait. Le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur et les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au présent contrat. Donc ça c'est la base et ça c'est ce qu'il y a bien évidemment dans notre contrat. Nous en plus on fait quoi? On fait des statistiques par rapport aux années antérieures. Alors c'est récent parce qu'avant il n'y avait pas d'année puisqu'on est assez jeune. Mais voilà, on fait des statistiques de vente par rapport aux années antérieures, savoir ce qui s'est plus vendu, est-ce qu'on a plus vendu des e-books, est-ce qu'on a plus vendu au cours de telle période, etc., etc. On donne un peu plus de détails. Tout simplement parce qu'on trouve que c'est important pour l'auteur, mais aussi c'est important pour nous, pour nos stats, pour savoir comment ça marche pas et pourquoi. Nous ça nous permet de réfléchir un peu aussi. En cas de reddition des comptes non conformes, ce qui arrive puisqu'il y a des maisons d'édition, j'ai appris ça, qui ne font pas de reddition des comptes, qui ne versent pas de droits d'auteur, enfin voilà, c'est assez YOLO. Donc je comprends la raison de ce brainstorming, de ce hackathon autour de ça, parce que je pense qu'il y a des maisons qui doivent légèrement abuser, comme ça, hein, il y a tout, malheureusement. Voilà. Ah oui, alors, il y a ce qu'on appelle la prime d'exclusivité, aussi appelée l'avaloir. C'est-à-dire qu'en sus du pourcentage prévu, en contrepartie d'exclusivité consentie par l'auteur, l'éditeur s'engage à verser une somme en euros, qui est indiquée à ce moment-là, non amortissable et non remboursable. C'est-à-dire qu'on va payer l'auteur en amont pour avoir l'exclusivité de son livre. Alors, nous, on n'en applique pas, ce n'est pas une clause obligatoire, mais comme on a affaire, nous, à des jeunes auteurs, qu'on est une jeune maison d'édition, on prend déjà le pari financier d'éditer le livre, on peut pas foncièrement se permettre de prendre le pari de le financer, enfin de l'acheter en fait. Voilà. Après il y a des auteurs qui vont me dire ah mais c'est insupportable, c'est intenable. Why not? Dans ce cas venez pas dans la maison, vous êtes prévenus, c'est honnête, transparent, nous on fait pas d'avaloir. Voilà. Ensuite les engagements. Alors le présent contrat dans son intégralité engage les héritiers et tous les ayants droit de l'auteur, ça jusque là c'est normal. Le présent contrat ne peut être ni transféré ni cédé sans l'autorisation préalable et écrite de l'auteur. À défaut l'auteur pourra résilier purement et simplement le contrat de plein droit et l'exploitation de l'œuvre par l'éditeur devra cesser. Normal, tout va bien. La loi applicable est la loi française, jusque-là on est bon. Résiliation du contrat. Alors, la résiliation du contrat intervient à l'expiration du délai prévu par le contrat. Là, il y a un point important. À aucun moment dans ce contrat, je n'ai vu la mention de continuation tacite du contrat. Nous, il y a la clause de continuation tacite du contrat. C'est-à-dire que si on arrive au bout des X années prévues par le contrat et que l'auteur n'a pas résilié son contrat, on reconduit le contrat pendant X encore années. Voilà. Nous, ça marche comme ça. Sinon, ça veut dire que tous les 5 ans, imaginons que vous avez mis 5 ans, vous devez faire signer un contrat à l'auteur. Et au bout de 5 ans, l'auteur récupère tous ses droits. En fait, ça marche comme ça. Là, il n'y a pas de reconduction tacite. Nous, il y en a une. Là encore pour des questions de gestion. Sinon, je deviens folle. Alors, la résiliation donc, intervient de plein droit et sans démarche en cas de procédure collective de la société d'édition et de cessation d'activité depuis 3 mois. Donc, ça veut dire que si la société est mise en redressement judiciaire, liquidation juridique, enfin, tout ce que vous voulez là, oui, il n'y a plus de contrat. C'est normal, vous récupérez vos droits. En cas d'épuisement de l'œuvre, c'est-à-dire que si 2 demandes de livraison d'exemplaires ne sont pas satisfaites dans les 3 mois, alors nous, il n'y a pas de raison que ça arrive puisqu'on a l'impression de la demande, donc sauf si notre imprimeur a genre un énorme pépin, mais normalement on est bon. Pour défaut de publication de papier selon les conditions, voilà, parce qu'il y a un défaut. Pour défaut de reddition de compte dans les conditions de l'article 5 du présent contrat, donc si par exemple la reddition de compte, il manque le nombre d'exemplaires en stock. Au revoir. Pour défaut de paiement des droits dus au titre de la reddition, de compte dans un délai de 3 mois compté de la première lettre de mise en demeure. Voilà, donc si vous n'avez pas reçu d'argent et que vous avez fait une première mise en demeure au bout d'un mois et qu'au bout de 3 mois l'éditeur n'a toujours pas payé, vous avez le droit de mettre fin au contrat et de récupérer vos droits. C'est la base, c'est logique. Étendue de la cession. Alors ça, l'étendue de la cession, c'est jusqu'à où s'étendent les droits de l'éditeur, donc ce que vous cédez, le droit d'exploitation que vous cédez. L'auteur cède à l'éditeur, à titre exclusif, le droit d'imprimer, reproduire, publier, exploiter l'œuvre sous forme de livre imprimé. Et là, on retombe dans le schéma du livre imprimé, livre numérique et droit audiovisuel. Alors, je vous avais dit au début qu'on ferait une petite pause là-dessus. Pourquoi? Je trouve qu'en fait,
fait, ce contrat, il est bien pour aider les auteurs. C'est genre, ok, très bien, nickel. Mais il n'y a pas le format numérique. Et je pense que c'est important parce que dans le format numérique, il y a aussi des choses qui changent. Par exemple, il y a les réseaux de distribution qui changent, il y a le prix de vente qui change, il y a les pourcentages qui peuvent changer. Donc je trouve que c'est quand même dommage qu'il se soit arrêté au livre imprimé et qu'il n'ait pas fait une version numérique. Alors peut-être que cette version numérique va venir après, puisqu'il va y avoir l'ajout d'autres documents, d'autres contrats peut-être, donc maybe it's coming, why not. Voilà, pour l'instant je trouve que c'est aussi important qu'il y ait aussi une version numérique tant qu'à faire, et une version audiovisuelle de ces contrats pour vraiment que l'auteur, que vous, compreniez en fait ce qui vous attend potentiellement, ou ce que vous pourrez proposer, ou sur quelle base vous pouvez négocier en fait. Voilà, ça me semble intéressant quand même. Alors on va passer à la publication maintenant. L'auditeur s'engage à publier l'œuvre dans les conditions prévues dans le présent contrat. Il est convenu que l'œuvre devrait être publiée dans un délai 2 à compter de l'acceptation par l'éditeur du manuscrit définitif. Alors nous, il n'y a pas, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit avant, une méthode de travail légèrement différente. Donc nous, il n'y a pas de date fixe. Voilà. Bien évidemment qu'on s'engage à publier le livre sous 6 mois à compter de machin, mais on ne se fixe pas de date. Genre, on se dit pas si le 15 novembre on n'a pas publié le bouquin, c'est fini. Voilà. On est plus flexible que ça. Exploitation permanente et suivie. L'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux dispositions de la loi et de l'accord conclu en l'application de l'article 1 de la propriété intellectuelle. Ok, donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que, en tant qu'éditeur, moi je m'engage à donner toutes ses chances à votre roman et à faire en sorte que il soit disponible, qu'il soit publié dans de bonnes conditions, qu'il soit visible, et je fais ça de manière continue bien évidemment. Je fais pas ça pendant 2 mois et après je vous dis ciao, je me casse. Bien évidemment, il faut être raisonnable, hein. Un livre peut pas être visible tous les jours de l'année, sinon c'est compliqué quand même. Tac tac, dans l'hypothèse où, en dépit d'une exploitation permanente et suivie, le chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur serait inférieur à X euros, l'auteur reprendra de plein droit la libre disposition des droits cédés à l'article 11 du présent contrat. Alors, nous, il n'y a pas cette clause, c'est-à-dire que si, par exemple, au bout de 1 an, vous faites 10 euros de vente sur vos contrats, ok, sur vos droits d'auteur, vous touchez 10 euros, et vous trouvez que c'est, en tout cas par rapport à ce contrat-là, imaginons qu'on ait fixé 15 euros, d'accord, si c'est inférieur du coup à 15 euros, vous avez le droit de dire vous avez mal fait vendre mon roman, donc j'ai le droit de reprendre mes droits. Nous, il n'y a pas ça, nous on en discute, parce que bien évidemment c'est une aventure qui a ses hauts et ses bas, l'édition. On n'est pas Gallimard, on n'est pas Hachette, on est là pour en discuter, évidemment. Si vous n'êtes pas content du travail qui est fait par la maison, on arrête, il n'y a pas de problème, je vois pas pourquoi je me taperais la tête contre les murs pour ça. S'il y a un des deux parties qui n'est pas d'accord ou qui ne trouve plus son bonheur dans notre relation, c'est comme dans un couple, on arrête. Hein, on va pas se faire du mal pour rien. Alors, rémunération en cas d'exploitation directe par l'éditeur des droits cédés. C'est là qu'on va parler argent. Alors, donc là, on est sur un modèle assez classique de répartition. Il n'y a pas de pourcentage, ils disent juste de ne pas descendre en dessous de 10%, ce qui est ok. Et c'est sous 3 paliers, il y a X% sur les nanana premiers 1000, X% sur les nanana 1000 suivants, X% sur les exemplaires suivants. Alors, c'est très bien. Moi, c'est un modèle qui me va très bien. Il y a juste un truc, c'est qu'il n'y a pas marqué qu'en fait, les pourcentages dégressifs sont interdits. Voilà. Sachant que ça arrive que des maisons d'édition mettent par exemple, sur les 100 premiers romans, vous touchez 14%, après sur les 1000, vous touchez 12%, et après sur tous les autres, vous touchez que 10%. Ça existe, faites attention. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de mention comme quoi c'est interdit. Ou même vous prévenant que ce n'est pas qu'il faut faire attention à ça quand même, parce que ça existe. Alors, les exemplaires hors droit. Les exemplaires hors droit, ce sont, je vous parlais avant, c'est les exemplaires presse, les exemplaires auteur, les exemplaires destinés à la promotion en publicité, destinés au dépôt légal, à l'envoi des justificatifs, etc., etc. Ça sort, c'est pas du tout dans le même registre. On est sur autre chose là, d'accord? On n'est pas dans de la vente, on est sur des ouvrages que l'imprimeur fait imprimer pour des besoins légaux, des besoins de communication. Alors, la mise au pilon. La mise au pilon, c'est quoi? C'est la destruction des livres. Alors, nous, on n'a pas véritablement cette partie-là, puisqu'on fait de l'impression à la demande, comme je vous l'ai dit. Donc, on ne détruit pas les romans, ça n'existe pas chez nous. Néanmoins, il y a cette clause au cas où, imaginons qu'on fasse un stock de 30 bouquins d'un livre qui, du jour au lendemain, on a l'auteur qui nous quitte, et on va les mettre au pilon parce qu'on n'a même plus le droit de vendre ce stock, en fait. Donc, c'est une possibilité qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça qu'on a cette clause, bien qu'on fasse de l'impression à la demande. Et voilà, c'est la fin. Et là, vous faites signer à Paris, l'auteur, l'éditeur, et c'est fini. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut retirer? Moi, je pense que ce contrat d'édition équitable est une excellente idée. C'est très bien pour permettre aux auteurs de comprendre ce qu'est un contrat d'édition. Allez jeter un œil, c'est sur la Ligue des auteurs professionnels. Regardez-le, étudiez-le, gardez-le dans un coin. Si vous avez une maison d'édition qui vous intéresse et qu'elle vous envoie un contrat d'édition, n'hésitez pas à les comparer pour voir les différences, à poser des questions. Toujours poser des questions, c'est important. Ne signez rien sans l'avoir lu, sans avoir compris ce à quoi vous vous engagez. C'est toujours très très important. C'est pour ça que nous, on aime bien accorder cette phase
base de réflexion à l'auteur parce que on veut pas que du jour au lendemain l'auteur se réveille et se dise « Quoi? Mais c'est pas ça que je voulais !» Oui, mais c'est inscrit dans le contrat en fait, t'avais qu'à le lire. Ouais, mais c'est pas ça, machin et tout. Et là, c'est la catastrophe. Et moi, j'aime pas les catastrophes. Donc, on fait les choses simples. Vous lisez, vous vous renseignez, vous ne signez pas sans avoir lu. C'est la base. Voilà, c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et si j'ai pas été claire, dites-le moi en commentaire. Salut!